Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du froid, alors pour se réchauffer, aujourd'hui je vais vous parler du sauna et de la transpiration, dans le cadre de la naturopathie, c'est-à-dire de la santé préventive. Et pour ça, j'accueille une spécialiste du sujet, j'ai nommé Isabelle Ravanas, du centre Tout Naturellement à Paris. Elle nous parle de son parcours, de ce centre spécialisé dans le sauna et la naturopathie, et des bonnes pratiques pour profiter à fond des bienfaits de la transpiration et de l'air chaud. Bonjour Isabelle, bienvenue sur le podcast La Santé par Nature. Alors, on est au centre Tout Naturellement, rue Lafayette à Paris, qui est un endroit unique dans la capitale et dont tu es la cofondatrice, mais bon, tu vas nous parler de tout ça. Donc aujourd'hui, il pleut, on entend un petit peu la pluie en toile de fond. Et avant toute chose, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ? Tout à fait, bonjour Anthony. Alors, moi, j'ai fait un grand switch sur la naturopathie il y a une vingtaine d'années. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans un golf de la région parisienne. Et à la fin de mon parcours, je dirigeais le service administratif, ce qui m'a beaucoup aidé lorsqu'on a créé le centre ici. Et j'ai découvert un peu par hasard la naturopathie. J'ai toujours instinctivement soigné mes enfants et moi-même de façon assez naturelle. Et lorsque j'ai découvert la naturopathie, en fait, j'ai eu l'impression de découvrir la théorie de ma pratique. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait. Et donc, je me suis lancée dans une formation. J'avais pas de projet professionnel à l'époque. Et c'est en rencontrant celle qui va devenir ma future associée, qui est en fait la sœur d'un ami d'enfance, que nos deux trajectoires se sont rencontrées. On a commencé notre formation le même jour sans s'en parler. Et petit à petit, l'envie de faire un projet ensemble a commencé à germer. Et c'est quand Alain Rousseau, qui était le naturopathe à l'époque, un peu connu surtout à Paris, quand il a décidé d'arrêter son activité, qu'on s'est dit, chance historique, il faut qu'on reprenne le flambeau et qu'on crée notre propre centre. Qu'est-ce qu'il avait comme activité ? Alors lui, il avait un centre qui était énorme, pas très loin d'ici. Il faisait ce qu'on fait, c'est-à-dire sauna, massage et tous les soins proposés, mais il faisait également ses consultations sur place et sa formation, puisqu'il avait une école de naturo. Donc il faisait tout sur place, mais le local était immense. Il faisait 350 mètres carrés, c'était magnifique. Ok, d'accord, ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que vous l'avez appelé le centre Tout Naturellement ? Alors, on s'est creusé la tête pendant une soirée. On a fait venir plein de gens, on a fait un brainstorming énorme. C'est toujours difficile de trouver un nom. Et ça nous a sauté aux yeux à un moment donné, c'est le centre. Et il n'y en a qu'un à Paris, il n'y en a qu'un en France. On a eu une petite cousine à un moment donné à Bordeaux, mais ils ont pas tenu. Et pour nous, ça avait beaucoup de sens parce que la naturo, c'est vraiment se recentrer sur soi, sur son centre. Donc le centre, tout naturellement, c'est devenu comme une évidence. Ok, génial. Et il est né, tu dis, en quelle année ? Il est né en 2008. 2008, d'accord, ok. Et il a évolué puisque la première fois que je suis venu ici, il y avait un restaurant dedans, enfin vous faisiez à manger. Tout à fait, c'est ce qui d'ailleurs a sauvé notre business au début, c'est qu'on était toutes les deux férues d'alimentation, donc on s'était dit, il y a les soins, il y a tout ce qu'on propose, mais la naturo c'est aussi ce qu'on ingère, donc ça nous paraissait tout à fait opportun de créer une table d'hôtes. Alors c'était très simple parce qu'on n'avait pas la cuisine adaptée, etc. C'était un menu unique, mais selon les principes naturopathiques très digeste, avec une crudité en entrée, une soupe de légumes pour réchauffer le bol alimentaire et un plat de légumes cuits à la vapeur avec un féculent le plus souvent sans gluten. Il n'y avait pas de pain, pas de dessert, voilà. Et comme on mangeait du bio, on avait des légumes récurrents, donc il fallait qu'on soit hyper créatif
pour que les gens ne mangent pas tous les jours du chou à la sauce, toujours à la même sauce, etc. Donc on est devenu hyper créatif sur les utilisations des épices, tous les accompagnements, et finalement ça a bien marché parce qu'on a récupéré des gens qui mangeaient dans un restaurant bio qui a fermé 2 jours avant qu'on ouvre, et les gens sont venus chez nous. Et donc très vite on a eu 10-15 personnes qui venaient tous les jours. Ok, génial. Donc en fait vous avez l'activité principale ici, c'est le sauna. Oui. Donc tu vas nous en parler, mais vous avez d'autres activités également ? Oui, alors au début on avait le sauna, la restauration également, on avait une salle de sport. Bon, très vite on s'est rendu compte qu'on rentrait en concurrence avec beaucoup d'activités de mairie, etc. et qu'en fait c'était pas rentable pour les profs qui venaient. Donc on a transformé cet espace en sauna homme, parce qu'au début on n'avait qu'un seul sauna, donc il y avait des espaces, des moments pour les hommes, des moments pour les femmes, et c'était extrêmement compliqué. Donc quand on a arrêté le sport et qu'on a créé le sauna des hommes, tout est devenu beaucoup plus simple et ça a été une très très bonne décision. Donc il y avait effectivement il y a le sauna, tous les types de massages, il y avait les soins esthétiques, on en a gardé un petit peu aujourd'hui, mais on a arrêté la restauration parce qu'au début on était le premier restaurant vegan du quartier. Aujourd'hui c'est Vegitown, il y a des restaurants vegan partout. Donc comme on est en fond de course, c'est pas idéal. Et on s'est recentré sur notre activité qui est le sauna massage. Quand tu dis massage, c'est massage bien-être, c'est ça ? Non médical ? Absolument. Il y a que les kinés, les kinés, ouais. Voilà, qui ont le droit de faire un massage thérapeutique. Ok, d'accord. Donc nous, c'est du massage absolument bien-être. Et on a différents types de massages. Notre massage signature étant ce qu'on appelle le massage détox, qui est un massage profond visant à aller travailler les zones de tension du corps pour en libérer les toxines que le corps y a stockées et pour les éliminer dans le cadre du sauna. Donc ça c'est vraiment notre massage phare, mais on fait des massages relaxants, des massages énergétiques, voilà, un peu comme on peut trouver dans tous les spas. Ok, génial. Et alors selon toi, quel est l'intérêt du sauna dans la prévention santé ? Puisque tu sais que la santé par nature, c'est un podcast de prévention. Donc comment est-ce que le sauna, ça s'intègre dans la prévention des pathologies, des maladies ? Et qu'est-ce que vous utilisez comme protocole au centre ? Alors pour moi, le sauna, c'est un outil extraordinaire parce que c'est un outil qui nous fait transpirer. Et le corps étant très intelligent, la fonction d'élimination par la peau est très importante pour éliminer notamment tous les déchets acides. Et aujourd'hui, quand on vit dans des villes comme Paris, dans les grandes villes, on subit beaucoup de pollution, de stress. Pour peu qu'on mange pas très bien, le corps est complètement surchargé de toxines. Et ces toxines, si on n'a pas l'occasion de les éliminer en faisant un sport cardio ou en faisant quelque chose qui nous fait transpirer, eh ben on ne les élimine pas. Et quand on n'élimine pas, ça veut dire que le corps s'acidifie. Et un corps acidifié, c'est le lit de beaucoup de pathologies. Donc pour moi, le sauna, c'est un outil absolument extraordinaire pour essayer de trouver cet équilibre et éliminer ces acides qu'on élimine par ailleurs par les reins. Mais le problème du rein, c'est que si on le sollicite trop, il se fatigue, ce qui n'est pas le cas de la peau. Donc pour moi, c'est un outil extraordinaire. Ok, génial. Et du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors, il y en a une, c'est de ne pas transpirer, ça paraît... La palisse. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, dans ce cas-là, nous, on a un outil qui nous permet de rééduquer la fonction de sudation, qui est les enveloppements aux huiles essentielles. Alors, on connaît peut-être plus les enveloppements aux algues, ce qu'on fait dans les thalassos. C'est le même principe, mais sauf qu'on badigeonne le corps d'un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale, et on se met dans une couverture chauffante. Et de façon un petit peu empirique, on s'est rendu compte que ces huiles vont aller stimuler les cellules, et que cette configuration avec la couverture chauffante et les huiles oblige en quelque sorte le corps à se remettre au travail et petit à petit lui permet de récupérer sa fonction de sudation. Ok, est-ce qu'on peut également se brosser la peau ? Moi souvent les clients, je leur propose de oui. brosser la peau avec une brosse avec des poils naturels mais un peu durs, ouais, de manière à nettoyer un peu les glandes sudoripares. Est-ce que c'est une option aussi que vous utilisez ? Alors, on le préconise chez les gens parce qu'effectivement, ça permet d'éliminer les cellules mortes et donc ça favorise effectivement tout le processus.
Mais quelqu'un qui transpire pas, c'est pas en se brossant qu'il va se mettre à transpirer. En fait, ça se passe plutôt à l'intérieur. Et voilà, c'est comme toute chose en naturopathie, quand une fonction ne marche pas, on essaie de comprendre en amont ce qui fait que cette fonction ne fonctionne pas. Et voilà, donc ça va un petit peu plus loin que de brosser la peau, mais en tout cas, c'est un élément qui peut aller dans le bon sens, c'est clair. Ok, génial. Juste en termes de détails techniques, qu'est-ce que c'est la température dans le sauna ? Alors chez nous, elle est à 90 degrés, ce qui est quand même une température assez élevée, et ce qui permet de mettre en parallèle le fait que dans les pays nordiques, le sauna est toujours aussi chaud, voire des fois même plus, mais l'atmosphère est extrêmement sèche, donc ils vont mettre de l'eau sur les pierres pour apporter l'humidité que nous avons largement à Paris. C'est pour ça que chez nous, on dit que le sauna est sec, parce qu'à 90 degrés, moi, si je mets de la vapeur, eh ben je cuis. En fait, je cuis mes légumes à 90 degrés avec de la vapeur, et on va essayer de ne pas cuire dans le sauna, donc on évite de mettre de la vapeur et de l'eau donc sur les pierres. Ok, donc en fait, quand on voit des saunas parfois avec un seau d'eau ou ce genre de choses avec une louche, a priori en France, c'est pas utile. Alors, a priori, non. Il faut vraiment aller dans les pays beaucoup plus secs, parce qu'en plus, surtout que dans les pays nordiques, souvent ils font du sauna avec du feu de bois, et le feu de bois est très asséchant, donc s'ils mettent pas d'eau, là c'est devenu insupportable. Ah oui, d'accord. Mais chez nous, franchement, surtout à Paris, ça aucun intérêt, voire même c'est néfaste. Ok, oui, parce qu'en fait, si l'hygrométrie dans le sauna est trop importante, la peau ne transpire plus, c'est ça ? Ne transpire plus bien. En fait, c'est surtout que si l'hygrométrie est trop importante et que la chaleur est très élevée, le corps va avoir beaucoup plus de mal à transpirer, mais surtout il va monter en température et il va cuire. On est quand même constitué à plus de 70% de liquide et d'eau, donc voilà, ça nous met en danger en fait. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du protocole entre guillemets naturopathique du sauna que vous utilisez ici ? Alors ici, on utilise un protocole qui est très précis pour mettre les personnes dans les meilleures conditions pour transpirer. Donc le sauna étant à 90 degrés, on préconise toujours une douche chaude pour préparer le corps à la chaleur du sauna. On rentre toujours sec dans le sauna, pour la raison que je viens d'évoquer, donc ce qui signifie qu'on met pas de maillot, que la serviette qui nous sert à sécher de la douche ne rentre jamais dans le sauna. Et donc on s'installe dans le sauna, en tout cas chez nous, il y a 2 niveaux de chauffe. On commence par le bas, si c'est pas assez chaud, on monte. Et en fait, on ne reste jamais plus d'1 quart d'heure dans le sauna. Si le corps, au bout d'1 quart d'heure, n'a pas transpiré, c'est qu'il y a un problème, donc il ne faut pas rester. Mais le temps qui est nécessaire pour transpirer est un peu en fonction de chacun. Il y a des gens qui vont transpirer très vite, d'autres moins vite. Il faut savoir que quand on met le corps dans une boîte à 90 degrés, ce qui est quand même le cas d'un sauna, c'est alerte rouge. Il faut absolument que le corps trouve un moyen de ne pas monter en température pour survivre tout simplement. Et pour ce faire, il va amener tous ses liquides corporels à la peau. Si les glandes sudoripares fonctionnent, ces liquides vont passer la barrière de la peau et en s'évaporant, ils vont permettre au corps de thermoréguler sa température et ainsi on reste à 37 degrés à l'intérieur et tout va bien. Il n'y a aucune souffrance pour les cellules. En revanche, quand le corps commence à être mouillé, c'est que l'évaporation ne se fait plus. Et c'est donc que le corps commence à monter en température. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut sortir du sauna. Il n'y a aucun intérêt à rester à perdre de l'eau dans un sauna, puisque le corps, qui est quand même très intelligent, dès qu'on lui ouvre une sortie à l'extérieur, élimine ses toxines, ce qui le gêne. Donc les premières gouttes de sueur, en fait, ça va être ce qu'on cherche à éliminer, les toxines. Donc quand le corps est mouillé, il faut sortir. À ce moment-là, on fait l'effet inverse, on met une douche froide pour que les liquides reviennent préserver les organes vitaux, donc pour que ça fasse le chemin inverse. Et ensuite, on fait un repos qui permet aux liquides de retrouver leur place. Quand tu dis les liquides, c'est quoi ? C'est le sang ? Oui, c'est tout le plasma sanguin, c'est tous les liquides corporels en fait. Et le repos est très important, c'est pour ça qu'on a nous des lits dédiés à ce repos, parce que donc les liquides vont reprendre leur place, le cœur va se calmer, le corps va retrouver le calme, et à ce moment-là, on repasse une deuxième puis une troisième fois dans le sauna. Et à la fin de ces 3 passages, on estime que tous ces liquides circulants sont parfaitement nettoyés.
Ok. Et alors, tu parlais tout à l'heure d'un massage drainant qui était le massage signature du centre. Oui. Et je crois que vous le faites entre le 2e et le 3e passage au sauna. Alors, ce qui est important avec ce massage, qui est un massage qui secoue quand même pas mal le bocal, si on peut dire, en fait, on préconise toujours de passer au moins une fois avant dans le sauna pour que le corps ait déjà un peu nettoyé les liquides circulants. Ensuite, on fait le massage. Le massage remettant des toxines en circulation, on repasse au sauna derrière pour éliminer tout ce qu'on a remis en circulation. Ce qui signifie que si on n'a fait qu'un passage avant, on fera 2 après. Si on en a fait 2 avant, on en fera 1 après. Ça n'a pas une grande importance. Ok. Et alors, pour les auditeurs qui ne sont jamais venus au centre, je précise que dans le sauna, on est tout nu avec une serviette. Oui. Mais qu'il y a une cabine pour les femmes et une pour les hommes. Tout à fait. Donc dans 2 pièces différentes. Voilà, il y a deux zones très très distinctes. Et combien est-ce que vous pouvez accueillir de personnes en même temps dans les saunas ? Alors on a limité à 6 pour les femmes, le sauna est assez grand, et à 3 pour les hommes, 4 si jamais c'est des copains qui viennent, voilà. Mais c'est 3 et 6 en général. D'accord, et à côté il y a la douche et l'espace de repos, c'est ça, dans la même pièce. Exactement. Voilà. Donc, et quel est le ratio femmes-hommes dans vos clients ? Alors la grande majorité quand même féminine, mais avec depuis la création du centre, donc bientôt 16 ans, on a vraiment vu une évolution. Il y a de plus en plus de jeunes et de jeunes hommes qui viennent faire du sauna, donc ça se masculinise. Et pourquoi, d'après toi, est-ce qu'il y a plus de femmes ? Parce que je pense que les femmes, naturellement, prennent plus soin d'elles que les hommes. Mais c'est une tendance qui est en train d'évoluer et les hommes prennent de plus en plus soin de leur santé. Et donc, on a beaucoup parlé du sauna parce que ce n'est pas du tout une culture chez nous. Mais il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux et les gens se sont interrogés. C'est un super outil. Donc, Ok. Justement, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité » que je mettrai en descriptif. Qui parle du fait que les hommes en fait prennent beaucoup moins soin d'eux parce qu'ils se sentent un peu invincibles et que leur éducation fait que ils n'ont pas été trop portés sur le fait de prendre soin des autres et d'eux-mêmes. Donc c'est très intéressant. À quelle fréquence est-ce que tu recommandes de venir au sauna ? Alors, le problème, c'est une question de budget, de temps, parce que un sauna, ça prend quand même une bonne heure et demie. Si on n'habite pas à côté, ça prend quand même du temps. Il faut savoir que les Suédois, ils peuvent en faire tous les jours, donc il n'y a pas de limite, en fait, du moment qu'on se réhydrate bien après, on peut en faire autant qu'on veut. Alors c'est sûr que les Suédois, ils font pas 3 passages tous les jours, comme on fait ici. Moi je le fais une fois par semaine, je trouve que c'est un rythme génial. Quand on a l'habitude de faire du sauna, en fait, on n'a pas de limite. Mais bon, une fois par semaine ou tous les 15 jours, c'est déjà génial. Et pour le massage drainant ? Alors le massage, on demande toujours aux gens de rester bien à l'écoute de leur ressenti après le massage. Et de le manifester en fait quand ils se sentent un petit peu tendus, etc. Il y a moins bien sûr, plus on se fait masser, en Asie, c'est la façon de se soigner, donc ils se font masser énormément, donc il n'y a pas de limite. Mais voilà, après c'est une question de temps, de budget, etc. Ouais, j'avoue que je viens me faire masser de temps en temps au milieu du sauna, et quand j'ai des sorte de contraction musculaire au niveau des mollets notamment parce que je cours pas mal, je ressors de là complètement libéré de ces tensions là, quoi. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il faut être à jeun pour aller dans le sauna ? Alors pas forcément à jeun, mais en tout cas il ne faut pas être en face d'une grosse digestion. En fait le corps ne peut pas vraiment faire 2 choses importantes pour lui en même temps. Donc si on arrive au sauna en pleine digestion, il va mettre de côté la digestion parce que pour lui c'est primordial de transpirer pour ne pas monter en température et mourir. C'est plus important que de digérer. Donc il va laisser de côté la digestion et ça c'est jamais bien. Donc on préconise de venir pas forcément le ventre complètement vide, mais d'avoir mangé peut-être des fruits, des choses comme ça, en tout cas quelque chose de léger qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour digérer. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée où le sauna est plus efficace ? Le matin, le soir ? Je dirais non. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que le sauna ne fatigue pas en tant que tel,
Par contre, beaucoup de gens me disent en sortant, oh là là, je suis épuisée. En fait, on se sent, après un sauna, on se sent un peu comme après une bonne séance de sport. Mais si l'organisme est extrêmement fatigué et que les gens sont passés un peu sur des circuits parallèles pour ne pas sombrer complètement, donc des circuits un peu plus nerveux, etc., à un moment donné, on ne sent plus vraiment la fatigue. Et ce genre de soins, comme on est quand même dans un environnement très chaud, où le corps lâche malgré tout, peut faire ressortir la fatigue vraiment interne, qui ne se voyait pas en fait. Et à ce moment-là, on a l'impression que le sauna fatigue. Mais non, en fait, comme on élimine, ça fatigue pas. Et est-ce que le soir, ça peut empêcher de dormir ? Alors moi qui dors pas forcément très bien, ça m'a jamais empêché de dormir. Ok, d'accord. On parlait tout à l'heure des contre-indications, le fait des personnes qui ne transpirent pas assez. Est-ce qu'il y a au niveau de la circulation veineuse, notamment des varices, tout ça, est-ce qu'il est possible d'aller au sauna si on a justement des varices par exemple ? Alors, par expérience, quelqu'un qui a des varices ou des difficultés circulatoires, dans la mesure où elle transpire correctement des jambes, il n'y a pas de contre-indication. Mais il faut s'assurer que les jambes éliminent bien, parce qu'en fait, ce qui se passe quand je vous ai expliqué le fonctionnement du corps dans le sauna, c'est que si les glandes sudoripares ne fonctionnent pas, en fait, tous les liquides corporels vont rester sous la peau, et ça va créer une espèce de cocotte minute, qui du coup va mettre une pression sur le système circulatoire. D'ailleurs, généralement, on devient rouge écrevisse. Ça, c'est vraiment la preuve que ça ne fonctionne pas. Et là, il y a une pression sur le système circulatoire. Et là, c'est pas bon du tout. Mais si on transpire, il n'y a pas du tout cet effet-là, quoi. Moi, j'avais entendu dire aussi qu'on pouvait mettre un linge mouillé, froid sur l'endroit où il y a les varices, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec le fait de ne pas amener d'humidité dans le sauna ? Par expérience, les gens qui ont des varices, s'ils transpirent des jambes, il n'y a pas de pression, parce qu'en fait, ça va éliminer les toxines. Alors, des gens qui ont des varices, c'est qu'ils ont un sang qui est épais, qui est donc intoxiqué, donc ça va aller plutôt dans le bon sens. Mais il faut être sûr de bien transpirer, ça c'est important. Ok. Et est-ce qu'il vaut mieux être assis ou allongé alors finalement dans le sauna ? Alors je dirais que quand on commence et qu'on ne connaît pas trop les réactions de son corps, il vaut mieux être assis avec les pieds au niveau du bassin, donc pas assis comme sur une chaise, pour justement favoriser la remontée sanguine. Par contre, quand on connaît parfaitement son corps et ses réactions dans le sauna, on peut très bien se coucher. Voilà, moi j'adore être couché dans le sauna, mais bon, il faut qu'il y ait la place. Mais voilà, c'est possible, oui. Est-ce que vous proposez d'autres techniques d'entretien de la santé au centre ? La réflexologie, par exemple, je crois, vous faites un peu ? Oui, on fait de la réflexologie plantaire, on fait des massages énergétiques du ventre, du crâne. Donc tout ça est une autre façon d'essayer de faire du bien à son corps. On propose également le bol d'air Jacquier, qui est une technique en fait de meilleure oxygénation des cellules du corps. Voilà à peu près, et puis bon, on donne beaucoup de conseils. En fait, on est très dans l'humain, donc quand les gens ont besoin d'être accompagnés, de parler, d'échanger, on est toutes naturopathes ici, donc on est à l'écoute des demandes des gens. Tu as écrit un livre qui s'appelle Tout naturellement Veggie, avec donc la personne avec qui tu as créé le centre, oui, Dominique Solroland. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ce livre ? Oui, tout à fait. Alors, comme je disais au début, on avait un espace restauration. Et en fait, c'était un peu toujours les mêmes personnes qui venaient manger. Comme c'était un repas unique, c'était un petit peu, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'était qu'est-ce qu'on a mis comme épices, etc. Ce qui était très sympa. Puis les gens nous ont dit, ah, mais c'est vraiment bon ce que vous faites. Nous, on ne sait pas faire ça, etc. Et petit à petit, est née l'idée de faire un livre de recettes avec ce qu'on préparait ici. Et lorsqu'on est allé voir les maisons d'édition, ils nous ont dit, écoutez, c'est une super idée, sauf qu'il y a près de 300 livres de cuisine qui sortent par jour. Donc, il faudrait que vous marquiez votre différence. Comme vous êtes naturopathe, faites une première partie où vous expliquez pourquoi vous préconisez de manger comme ça. Donc ça nous a fait réfléchir et effectivement on a créé en première partie de ce livre un espèce de petit traité de naturopathie qui est assez simple et pédagogique pour expliquer pourquoi on mange, parce qu'on oublie souvent pourquoi on mange, comment on devrait manger et pourquoi on ne mange pas forcément très bien.
Et ça a introduit les recettes avec le principe de dire je rentre chez moi après une journée de travail, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? J'ai 3 carottes, un poireau, j'ai une demi-heure pour préparer à manger, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà, c'est un peu l'idée, donc c'est des recettes très simples, avec au préalable quelques produits dans ces placards qui peuvent aider. Et comme ça prouve qu'on peut cuisiner rapidement. Ok, est-ce que tu as un autre livre en projet? Non, pas pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais... Quels sont tes projets justement alors? Alors mes projets aujourd'hui, c'est des projets qu'on a en tête déjà depuis pas mal de temps, mais qui pour l'instant n'ont pas abouti. C'est de créer des séjours avec ce qu'on propose ici, loin de Paris, dans des endroits où les gens peuvent se ressourcer. En fait, c'est parti de l'idée que moi, quand je suis vraiment fatiguée, je rêverais de trouver un lieu où je sais que je vais pouvoir faire du sauna, je vais avoir des bons massages, que je vais bien manger et que je vais pas avoir un programme super strict à suivre, donc lever 7 heures, petit-déj, machin. Quand je suis fatiguée, j'ai besoin de me mettre à mon rythme. Et en fait, je voudrais, et je viens de trouver un lieu où je vais probablement pouvoir le faire, où les gens reviennent à l'écoute de leur corps. Donc c'est le corps qui décide. Et pendant une semaine, s'ils veulent dormir, ils dorment. S'ils veulent bouquiner, ils bouquinent. S'ils veulent se promener, ils se promènent. Mais en tout cas, à la base, ils pourront faire sauna, massage et bien manger. Et donc, au bout d'une semaine, ils repartent ressourcés, revitalisés. Et ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Génial. Oui, et en naturopathie, on accorde beaucoup d'importance à l'énergie vitale, à la revitalisation. C'est primordial. Ouais. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de vitalité, en fait. Dans un autre domaine, tu as travaillé avec Alain Rousseau? Alors, je l'ai côtoyé, mais je n'ai pas vraiment travaillé avec lui. C'est D'accord. plus mon associé, mon ex-associé. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de lui? Alors, je garde le souvenir d'un homme pétillant, avec une énergie dingue, et quelqu'un qui, quand on l'écoute parler, tout va de soi, quoi. Le bon sens poussé à l'extrême, en fait. Ok, donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas Alain Rousseau, c'est un des plus grands naturopathes en France. Ouais. Voilà. Et quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique de la naturopathie? Pour ma pratique perso? Oui. En fait, moi, la grande découverte... Il y a eu deux grands chocs, je peux dire, positifs depuis que j'ai trouvé la naturo. C'est que j'ai retrouvé une vitalité. Donc ça, c'est... Mais je soupçonnais pas qu'on pouvait avoir autant de vitalité en étant plus vieille qu'au début. Ça a été le premier choc. Et le deuxième choc, c'est qu'en fait, pour moi, tout passe par le corps. Et la naturopathie m'a vraiment appris à m'ancrer dans mon corps, parce que le corps, c'est notre véhicule terrestre. Et si on n'est pas connecté à ce corps, on ne peut pas avancer, en fait. Donc tout doit passer par le corps, et la naturo, pour ça, je trouve que c'est une approche extraordinaire. Selon ton expérience de naturopathe, quels sont les meilleurs moyens de conserver une bonne santé? En fait, avec l'expérience, je me dis qu'aujourd'hui, avec le monde actuel qui est plus ou moins chaotique, très pollué, voilà, je pense qu'il faut réussir à se créer une espèce de microcosme de douceur, où on préserve ce qu'on peut de sa vitalité, on essaye d'agir sur ce sur quoi on peut agir, donc la gestion de son stress, bien manger, s'entourer de gens qui ne sont pas toxiques, d'essayer de trouver et de garder une joie de vivre. Voilà, se créer une espèce de microcosme comme ça, de bien-être, qui permet de mieux aborder le reste, quoi. Génial. Ça a l'air bien. Ouais, c'est vachement bien. Sinon, alors quand on parle des préventions des dysfonctionnements de la santé, eh bien, ça s'applique aux êtres humains à travers notre mode de vie, comme tu viens de dire, mais également de la nature, aux animaux, à travers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des polluants divers. Et est-ce que tu penses que la naturopathie, elle peut participer à cette prévention à grande échelle? Est-ce que quand on a un mode de vie plus proche de ce que la naturopathie préconise, eh ben, on va aussi faire du bien à la nature et à notre environnement de vie? C'est évident, parce que lorsque l'on va vers la naturopathie, on va vers la vie, en fait. La naturopathie, c'est l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est la vie. Donc, quand on est connecté à l'énergie de vie, en fait,
ça éclabousse tout autour de nous. La vie, c'est les plantes, c'est la nature, c'est les animaux. Donc on est dans cet élan de vie, donc forcément, on ne peut, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est que la vie prend le dessus sur tout le reste, en fait. Donc on est plus respectueux de tout, on fait attention à beaucoup plus de choses, et on est beaucoup plus conscient des choses, puisque déjà, on est plus conscient de ce qu'on est. Donc forcément, on est plus conscient de ce qu'on a autour de nous. Eh oui. Est-ce qu'au centre, vous êtes engagé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution ? Alors, c'est un sujet un petit peu délicat, parce que nous, avec nos saunas, on a nos saunas allumés toute la journée. Donc, je dirais qu'on fait attention, on essaye d'éduquer les gens à ne pas rester des heures sous la douche. On leur demande aujourd'hui d'amener leur linge, leur serviette, leur peignoir, pour que nous, on ait beaucoup moins derrière de machines, de sécheuses, etc. Donc, on essaye d'être vigilant par rapport à ça. Mais je pense qu'en prenant soin de sa santé et en éduquant les gens, on les amène naturellement vers ça. Ouais, tout à fait. Une question que je me posais comme ça, est-ce que le réchauffement climatique, finalement, ne va pas augmenter la transpiration naturelle des gens dans la rue, donc provoquer une sorte d'effet détox permanent qui fait que les saunas vont devenir un peu obsolètes ? Alors, je dirais non. Enfin, pour moi, non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même dans les périodes de canicule, effectivement, on transpire, mais je sais que quand il fait très chaud, moi, j'aime bien faire un sauna, parce que du coup, je transpire beaucoup plus vite dans le sauna, donc ça prend moins de temps. Mais je sais vraiment pourquoi je le fais. Et en fait, j'habitue mon corps à ces variations de température. Et je vous garantis que quand on sort d'un sauna à 90 degrés et qu'on va dehors et qu'il fait 40, on est presque bien. Hein. Donc, on sait pourquoi on transpire, en fait. Alors que dans la rue, on subit la transpiration. C'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais aborder ? En fait, non, on a fait le tour. Pour moi, ce qui est vraiment hyper important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait, de prendre sa santé en main. Je pense que si toute notre médecine allopathique était si miraculeuse que ça, il y aurait moins de gens malades. Or, il y a de plus en plus de gens malades autour de nous. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les personnes prennent conscience que la santé, elle vient de l'intérieur. Elle vient de ce qu'on veut faire de sa santé. On ne peut pas être juste passif et prendre une pilule magique et se dire je vais aller mieux. En fait, la vie, c'est se prendre en main et c'est aller dans le sens de ce qu'elle souhaite. C'est ce que je prêche également. On est d'accord. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur le sauna ou sur la prévention santé ? Alors, je reviendrai sur les 2 livres qu'a écrit Alain Rousseau. Il a écrit un livre, c'est « Retrouver la santé par le sauna ». Il est difficile à retrouver aujourd'hui, mais c'était la base de l'approche du sauna, parce que ça a été le grand... c'est lui qui a fait découvrir presque le sauna en France. Il formait les commerciaux de chez Thilo, qui était le vendeur de sauna, pour leur expliquer comment fonctionnait le sauna. Donc c'était vraiment un outil qui pour lui était très très important. Donc il a écrit ce livre-là, mais qui est difficile à trouver aujourd'hui. Et il en a réécrit un autre l'année dernière, qui est Plaidoyer pour la santé, je crois que c'est ça, qui reprend en fait son premier bouquin et qui a une vision beaucoup plus globale sur l'état de la santé aujourd'hui, et que je trouve, il a tout dit en fait. Donc ce serait vraiment le livre que je recommanderais. Génial. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour les aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Je dirais que la première chose à faire, c'est se dire qu'est-ce que je mets dans mon corps ? En fait, que ton médicament soit, que ton alimentation soit ton premier médicament, ça reste d'actualité. Tout ce qu'on se met sur la peau ou qu'on ingurgite a un effet. Et je pense que la priorité, c'est de prendre conscience de ça. Et d'être vigilant sur ce qu'on met dans notre corps et tout ce que notre corps subit. Comment est-ce qu'on fait pour venir au centre tout naturellement ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous sur votre site ou téléphoner ? Alors, tous nos soins sont sur rendez-vous, y compris le sauna. On peut nous téléphoner, on est toujours ravis de parler avec les gens. Et on a également accès à nos soins jusqu'à 2 jours avant le jour du rendez-vous par le site Planity. Voilà, donc pour les gens qui veulent prendre rendez-vous en ligne, c'est pratique.
Ok, donc vous avez un site, on va sur votre site, Oui, et le puis site, toutes les c'est infos sont dessus. www.lecentrenaturo.com. Ok, génial. Donc je rappelle, vous êtes rue Lafayette, au combien Au la rue 83 bis, rue Lafayette, on est en fond de cours, donc on ne nous voit pas de la rue. Ok, donc à Paris. Écoute, merci Isabelle d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. J'invite les auditeurs parisiens à se rendre au centre tout naturellement s'ils veulent tester la pratique naturopathique du sauna, ou à se procurer ton livre, à se procurer ton livre Tout naturellement veggie, qu'on peut trouver sur les grands, à la Fnac, sur Amazon. Parfait. Ou au centre. Ok. Et écoute, prends bien soin de toi et toi aussi, à bientôt Isabelle. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu et que vous avez appris des choses. Il m'est revenu une question après l'entretien concernant le sauna infrarouge, dont on entend parfois parler. Le principe du sauna est de chauffer la totalité de l'air de la cabine, alors que le but du sauna infrarouge est de chauffer uniquement le corps des personnes s'y trouvant, et très peu l'air ambiant. Un peu comme le font les rayons du soleil sur notre peau, mais sans les UV, dont il faut d'ailleurs se méfier. Une grande partie des rayons du sauna à infrarouge pénètrent assez profondément dans les tissus cutanés, jusqu'à environ 3 à 4 cm. C'est pour cette raison que la transpiration sera plus importante que dans un sauna classique. En plus, la température modérée dans la cabine sera plus confortable pour les personnes n'appréciant pas les fortes chaleurs. Donc, un bilan global pour la santé qui semble très positif, appuyé par quelques études scientifiques. Et d'après mes recherches, le fait de ne pas avoir à chauffer toute la cabine fait que la consommation électrique du sauna infrarouge serait inférieure au sauna classique. Attention, Isabelle m'a cependant mise en garde sur un point. Dans le sauna infrarouge, tout le monde transpire, quel que soit l'encrassement de son terrain. Or, comme elle nous l'a justement expliqué, le fait de ne pas réussir à transpirer dans le sauna classique est un indice pour nous faire prendre conscience que notre peau est fermée, souvent à cause du fait que nous perdons l'habitude de transpirer avec une vie trop sédentaire, mais trop boulot dodo, ou parce que nous nous sommes éloignés d'une hygiène de vie idéale pour l'être humain, en termes d'alimentation, de gestion du stress ou de recharge en énergie vitale. Rappelez-vous mon image de la chaise de la santé. Dans le sauna à infrarouge, on ne se rendra donc pas compte de cette déficience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme ni Isabelle ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.